Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes du coup le lundi, c'est lundi combien déjà? Lundi 23 mars 2020, le temps passe vite, Sylvain Loganada avec vous-même pour cette nouvelle émission qui s'intitule du coup combien de temps la bourse peut-elle continuer de baisser? C'est une question que vous êtes très nombreux tout simplement à nous poser, et puis c'est totalement normal, c'est totalement légitime de se poser ce genre de questions. Quand on a un marché justement qui est fortement baissé, quand on a un marché qui souffre, la question totalement logique à se poser, c'est voilà combien de temps ça peut durer, sachant que la baisse qu'on a connue sur les marchés actions est clairement sans précédent, depuis en tout cas la crise de 1929 et vous me le direz si vous étiez là en 29. Personnellement, je n'y étais pas, j'étais pas né. Mais depuis la crise de 29, on n'a rien connu de tel, d'accord? Donc en 1929, c'était ce qu'on appelle la Grande Dépression. Le marché action aux États-Unis perd 60, 70, 80% de sa valeur. On part de tout en haut, on arrive tout en bas, d'accord? Depuis 1929, on n'a pas connu de grands cracks, de grandes récessions qui pourraient s'apparenter à ce qui a été vécu tout simplement en 29, d'accord? Ça fait même pas 100 ans que que cet événement a eu lieu et aujourd'hui bah oui effectivement on perd 30% en ligne droite sur l'indice S&P 500. Sur le Dow Jones c'est pareil, hein, sur le Dow Jones qui regroupe, je vous le rappelle, les 30 valeurs industrielles américaines les plus importantes, hein, 30, allez même 37% de baisse en l'espace de même pas un mois, hein. Vous le voyez, le mouvement de baisse a commencé quand? Le mouvement de baisse a commencé le 21 février, on est le 23 mars, ça fait un mois et quelques qu'on a tout ça. Un mois où pendant quasiment, je dirais, aucune vraiment... Il y a vraiment eu aucune semaine où on a eu un vrai répit en fait. Donc ça fait un mois que le marché baisse en ligne droite, que chaque rebond est vendu, et effectivement, combien de temps la baisse peut-elle encore durer? Alors moi j'ai une réponse qui est assez... qui est pas très compliquée. Je vais vous la donner. Alors déjà, la première des choses qu'il faut noter, c'est la configuration mensuelle sur le Dow Jones, qui est effectivement extrêmement moche, on va pas se mentir, mais qui commence à nous donner des signes d'espoir, qui nous commence à nous donner des signes d'espoir dans le sens où déjà 18 500 points, c'est un premier gros niveau de support, d'accord? Donc là, on est déjà en train d'arriver sur un premier très très gros niveau de support qui devrait déjà normalement pouvoir commencer à faire barrière sur justement tout ce qui est consolidation. Il y a un deuxième niveau de support qui est juste en dessous, qui est à peu près là, hein. Donc hop. Ou alors si je prends avec les cours de clôture, on en est là. Qui est à 13-14 000 points, d'accord? Bon, personnellement, 18 000 points, déjà là, on a une très très grosse barrière, on a un très très gros niveau de support. Et ce qui est, entre guillemets, un petit peu... ce qui est un petit peu rassurant, c'est qu'on est en train là d'arriver sur un niveau de support qui, moi, personnellement, commence à m'intéresser, puis qui commence à me parler, quoi, tout simplement, d'accord? Donc là, ça fait peut-être un mois qu'on a baisse sur baisse, mais là, par contre, très clairement, je vous le dis, on arrive sur des niveaux qui, oui, là, qui commencent à être intéressants. On arrive sur des niveaux qui, oui, commencent, moi, à m'intéresser pour passer à l'achat. Ok? Donc là, on peut commencer à parler de baisse. On peut se dire, oui, mais Sylvain, le marché baisse, j'ai peur, nanana. Là, pour l'instant, on arrive sur des marchés où, oui, effectivement, pour moi, ça commence à devenir intéressant à la baisse, à l'achat. Après, Thierry67 qui nous dit bonjour Sylvain, bonjour à tous. Salut Thierry, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, je vais juste vérifier, les amis, une petite chose, hein, c'est que la vidéo marche bien sur YouTube, mais je vais continuer en même temps. Ce que je voulais vous dire également, c'est que cette baisse qui dure depuis un mois, c'est très dur d'en donner le point bas, et en fait, le point bas, c'est tout simplement le moment où, comme en Chine, le nombre d'infections liées au coronavirus va se calmer, d'accord? Donc quand le nombre d'infections et de nouveaux malades infectés par le coronavirus va commencer à chuter en Europe, l'Europe qui aujourd'hui, je vous le rappelle, l'épicentre l'épicentre mondial voilà, du coronavirus, hein. Je veux dire, c'est en Europe qu'on a le plus de cas, c'est Italie, Espagne, France, Allemagne, où là, effectivement, y a énormément de personnes infectées. Donc, bon, vous l'aurez compris, c'est toujours très, très... voilà, c'est pas rassurant pour les marchés financiers. Surtout qu'en Europe, on a eu ce qu'on appelle des shutdowns, c'est-à-dire que tout a été fermé, hein. Vous regardez notamment en France, le confinement a été renouvelé là à nouveau. On était parti sur 15 jours initialement, maintenant on a 15 jours de plus. Bon, après, vous me direz, les 15 jours, ça on s'y attendait un peu, quoi, mais
Voilà, moi ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens vont attendre, vont attendre tout simplement la fin de toutes ces périodes de confinement là. En Europe, on en a encore pour aller, moi je dirais un bon mois et demi jusqu'à peu près juin, hein, enfin mai, juin à peu près, encore de ralentissement économique en Chine, enfin en Italie, en France. En Espagne, d'accord. Aux États-Unis, ils commencent à confiner un petit peu tout le monde. Donc, moi, je pense que ce dossier coronavirus, il peut être réglé pour à peu près juin, d'accord. Il peut être réglé pour la moitié de l'année. Le vrai dossier qui va nous importer maintenant, les amis, ça va être le dossier du pétrole. En fait, si vous voulez, tant que le pétrole, lui, ne se stabilise pas, les marchés actions ne pourront pas se stabiliser parce qu'en fait, pour moi, le vrai danger ne vient même pas forcément du coronavirus. Le danger du coronavirus, il a été globalement pour moi pricé. D'accord. Pour moi, globalement, le dossier coronavirus a été pricé par le marché. Le marché, on sait jamais exactement, mais c'est grosso modo, voilà, l'impact du coronavirus. On a vu ce qui s'est passé en Chine, on peut timer ça, on peut le répliquer sur ce qui se passera en Europe. Et du coup, en Europe, on est sur un pic d'épidémie qui devrait s'achever d'ici à peu près mai. Bon, mai-juin. Bon, voilà, si on a la même chose qu'en Chine, même si en Chine ils ont été plus réactifs parce que c'est un gouvernement qui est plus ou moins autoritaire, donc du coup ils sont beaucoup plus efficaces sur toutes les directives comme ça un peu exceptionnelles, hein. Ils ont juste à donner l'ordre, c'est fait, alors que chez nous c'est un peu plus compliqué. Maintenant pour moi le vrai danger il vient du pétrole parce que le pétrole déjà, vous le voyez, hein, depuis le début de l'année on est à 65 dollars le baril, on passe à 22, d'accord, donc là même pas pareil, en ligne droite on perd 70% de la valeur du baril de pétrole, ce qui est juste énorme. Mais le vrai danger, pourquoi il vient du pétrole, c'est parce que la plupart des banques sont exposées sur le pétrole, d'accord. Je vous le rappelle, les banques, euh, notamment, oui, toutes les banques que vous connaissez, hein, Goldman Sachs, etc. Enfin, pas que Goldman Sachs, hein, mais toutes les banques de détail, Société Générale, n'importe qui, Deutsche Bank. Bon, elle est peut-être pas forcément Deutsche Bank, mais vous l'aurez compris, toutes les banques de détail aujourd'hui sont exposées. Toutes les banques entre guillemets sont exposées au secteur pétrolier, au secteur des énergies en général en fait, hein. D'accord. Et aux valeurs, ce qu'on appelle parapétrolières. Donc aujourd'hui, vous avez des valeurs qui vont puiser le pétrole, c'est les valeurs pétrolières, et vous avez les valeurs parapétrolières, typiquement genre Vallourec ou autres, qui fabriquent des tubes et des tuyaux pour acheminer le pétrole, d'accord. Donc elles vont pas puiser du pétrole, mais elles vont fabriquer du matériel pour des entreprises qui, elles, travaillent dans le pétrole. C'est ce qu'on appelle les valeurs parapétrolières. Tout ce secteur-là a été financé par les banques, c'est logique, il faut trouver de l'argent, où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver chez celui qui nous le prête, et qui est-ce qui nous le prête? C'est le banquier, d'accord. Le banquier, ça reste quand même l'acteur privilégié pour ce type de financement-là. Le problème, c'est que le banquier, il a prêté quand le baril de pétrole valait beaucoup plus haut, valait à peu près 50-60 dollars le baril. Aujourd'hui, le baril, il en vaut plus que 22. Donc, typiquement, la marchandise que vous vendez, son prix a été divisé par deux en moins d'un trimestre. Qu'est-ce qui se passe sur vos revenus? Logiquement, si le prix du matos que vous vendez a été divisé par deux et que la demande elle est stable, voire ouais, en légère croissance, mais encore, même pas, la croissance elle est stable parce que partout dans le monde, les gens se sont arrêtés de bosser à cause d'un virus. Bon, vous vous doutez bien que les revenus de votre entreprise ils vont totalement chuter, quoi, hein, d'accord. C'est ce qui est en train de se passer sur le secteur pétrolier et parapétrolier. Les revenus de toutes les activités liées au secteur de l'énergie, pétrole et au parapétrolier, hein, les gens qui gravitent autour des entreprises pétrolières, se font déchirer. Se font déchirer, et puis du coup, malheureusement, c'est un peu... enfin voilà, ça fait un petit peu... comment dire, ça fait un petit peu peur, parce que là aujourd'hui on est quand même sur des situations très critiques sur le pétrole. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu maintenant ou jamais, et puis c'est surtout un petit peu aussi maintenant ou jamais qu'on rebondit. Là en weekly, d'accord, je vous remonte la configuration en weekly, c'est un peu le dernier rempart avant rien du tout, hein, parce que là, je veux dire, on peut pas baisser jusqu'ici, hein. Là, tout ça c'est un territoire négatif, on est à moins 20, moins 40 dollars le baril. Le jeu s'arrête à 0, hein, 0 dollars le baril, mais bon. On ne devrait pas arriver à 0 dollars le baril, faudrait pas déconner non plus. Rien que le prix du baril il coûte plus cher. Mais j'ai envie de vous dire, on est vraiment sur des niveaux très très bas sur le pétrole. Donc après, bon, c'est pour ça aussi que je vous dis maintenant, la probabilité d'un rebond commence à devenir de plus en plus forte sur les marchés actions. On arrive sur des gros niveaux de support, on arrive sur pas mal de trucs comme ça. Donc, logiquement, bon, on devrait arriver sur des niveaux statistiquement qui deviennent intéressants. Je commence à regarder autour de moi les gens, ce que les gens pensent des marchés financiers.
je dirais le badaud de base qui disait oui, il faut acheter des actions quand on était à moins 10% en criant que c'était les soldes, commence à paniquer, à se dire bon bah là c'est plus forcément le bon moment d'acheter. Les gens se disent oui maintenant, enfin je me rappelle, hein, les gens voulaient acheter du bitcoin, etc. Les gens commencent à avoir peur. En fait les gens commencent petit à petit à rentrer dans une psychologie où ils ont peur d'investir. On n'en est pas encore très très fortement là. Il y en a encore qui disent oui c'est les soldes, il faut acheter maintenant. Mais on commence globalement, grosso modo, à rentrer dans une situation où les gens, je dirais qu'on n'y est pas encore, hein, mais les gens petit à petit commencent à arriver dans ce qu'on appelle de la capitulation. La capitulation, c'est tout simplement le fait que les gens se disent je n'investis plus sur les marchés financiers, c'est trop risqué, regarde, ça ne fait que baisser, ça n'a aucun sens d'investir dedans, moi je ne mettrai pas un euro là-dedans. On n'en est pas encore là, là il y a encore, je dirais franchement, si vous prenez la majorité des gens, la plupart des gens là tout de suite, regardent la bourse, diraient j'achète, etc. Moi le premier, alors moi j'ai fait une autre stratégie encore, je me suis même pas fait chier. C'est-à-dire que en gros, j'ai fait la stratégie de Warren Buffett, hein, moi je vous le dis, je suis encore en train de lire le livre de Benjamin Graham, The Intelligent Investor, et puis en gros, bon bah c'est pas mal parce que son bouquin vous apprend à faire ce qu'on appelle du value investing, d'accord? Donc à investir sur de la valeur. Voilà. Bon, là je suis en train de le lire, et d'ailleurs j'ai envie de me taper sur les doigts parce que j'aurais dû le lire il y a bien longtemps ce livre-là. Euh, Quand j'étais en école de commerce, en spé finance, on nous a fait lire John Hull, Adam Smith, enfin, tous ces bouquins-là, un peu d'économie. Bon, John Hull, c'est plus, enfin, c'est plus un bouquin sur les produits dérivés, donc c'est un bouquin technique. Mais c'est un bouquin du coup basé un peu sur la spéculation, mais c'est un bouquin plus technique pour expliquer le rouage des futurs, des options, etc. Enfin, le mode de calcul et le mode de fonctionnement aussi, qui est très bien fait, soit dit en passant. Mais ce que je voulais vous... Putain, ça m'a saoulé. Attendez, je vais pas m'emmerder. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en fait, j'étais confronté à plus ou moins deux choix, et je me suis dit une chose. Au final, en fait, quand on analyse un petit peu le marché et quand on analyse un petit peu toutes les valeurs qui sont disponibles sur les marchés financiers, il y a deux solutions. Soit on fait ce qu'on appelle de l'investissement passif. Donc on prend un ETF sur le S&P 500, on laisse courir et puis on fera comme le S&P 500, voilà globalement. Hein. Donc bon globalement la performance des marchés actions sur le moyen long terme elle est entre 7 à 8%, d'accord, 7 à 8% par an, donc net. Donc on est sur du 10 brut à peu près avant taxation et on arrive sur du 7-8 net. D'accord. Ce qui est pas mal, hein, c'est un véhicule d'investissement comme un autre. L'immobilier peut nous donner du 10-15% par an quand il est bien fait. Les marchés financiers. Moi, je suis parti du principe que les marchés financiers aussi. D'accord. Donc, quand vous faites de l'immobilier et que vous le faites mal, je suppose que vous allez chercher entre 0 et 5% de renta par an. Mais si vous le faites bien, parce qu'il y a des gens qui le font bien, vous allez aller chercher des rentabilités entre 10 et 20%, entre 10 à 20% net par an. Et je suis parti du constat qu'au final c'est totalement possible de faire la même chose, mais qu'il fallait aussi le faire de façon efficiente. Alors, je me suis dit, bon, moi du coup j'ai une expertise quand même sur les marchés financiers, donc je me suis dit, je vais pas faire non plus la stratégie typique de Benjamin Graham qu'il recommande à la plupart des investisseurs en leur disant achetez globalement un ETF et puis vous faites pas chier. Il dit aussi dans le bouquin, voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre, qui est dans la finance, et voilà, vous pouvez générer un alpha beaucoup plus, enfin, supérieur, à condition de vous faire un peu plus mal, entre guillemets. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu d'utiliser le S&P 500 comme ETF, d'accord, donc juste suivre le marché, le marché S&P 500, donc les 500, acheter globalement les 500 plus grosses actions américaines et puis les laisser courir. Bon, je les achète pas une par une, j'achète un ETF qui lui va acheter toutes ces actions-là. Je me suis dit, je vais prendre l'équivalent d'un ETF++, enfin d'un S&P 500++. Je vais prendre Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett, et qui lui a une performance annualisée supérieure à 20% par an sur le très long terme, hein, si on regarde depuis la création de Berkshire Hathaway. Enfin, pas la création, parce que Warren Buffett l'avait racheté à la base. Berkshire Hathaway, c'était une entreprise de textile, d'accord. C'était une entreprise de textile que Warren Buffett avait racheté avec son pote Charlie Munger. Et au final, ils en ont fait une société d'investissement, d'accord. Mais à la base, c'était une société textile. Bon, ça c'était pour le petit côté historique. Depuis qu'ils ont fondé cette structure-là,
le rendement a été de 20%. Et puis quand vous comparez les courbes entre guillemets de rendement du S&P 500 et de Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway a une volatilité qui est extrêmement clean, maîtrisée, et puis en plus qui surperforme le S&P 500 sur le long terme. Donc bon, même si Warren Buffett n'est pas éternel et va éventuellement un jour ou l'autre passer l'arme à gauche, et puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire c'est la vie. Sa stratégie d'investissement au final reste extrêmement saine. La succession est plus ou moins assurée. Il y a 2 prétendants au trône chez Berkshire Hathaway. On en reparlera. Et du coup, bah voilà, je me suis dit au final, la variation de l'action Berkshire Hathaway est globalement comme celle du S&P. Elle est même moins grande que celle du S&P. Elle est très maîtrisée, c'est-à-dire que le S&P aujourd'hui perd 37% depuis ses plus hauts à peu près, quelque chose comme ça, 30-37. Là, ici, on est à moins 24 depuis les plus hauts, d'accord? Je vais vous le recomparer. Ok, je vous remonte un graphe. On prend le S&P 500, tac, ici, depuis les plus hauts. Donc là, je suis en monthly, hein, pour vraiment prendre les plus hauts. Le S&P 500 depuis les plus hauts. Donc je prends le point le plus haut, 3400 points. Je descends vers le point le plus bas, on est à moins 35%. Je reprends Berkshire Hathaway. Donc l'action dans laquelle Warren Buffett nous propose d'investir. Hein. Donc il y a classe A et classe B. Les actions classe A sont les actions qu'il a émises qu'il n'a jamais splittées. Les actions classe B sont les actions qu'il a émises pour les gens qui ont des plus petits portefeuilles. L'action classe A coûte 300 000 $ l'action à peu près. L'action classe B coûte 170 $ actuellement. C'est quand même beaucoup plus pratique pour les gens qui ont un petit portefeuille d'investir. Là, le S&P 500 moins 35% depuis les plus hauts. Berkshire Hathaway depuis les plus hauts, moins 26%. Vous l'aurez compris. Le bêta de Berkshire Hathaway par rapport au S&P 500 est inférieur à 1, donc c'est une valeur que je considère comme défensive, et c'est une valeur qui surperforme le S&P 500 sur le moyen long terme. C'est donc une valeur qui, moi, m'intéresse, dans une logique, mais alors là, vraiment dans une logique patrimoniale, hein, c'est-à-dire vraiment, je suis pas là en train de faire du trading, j'achète, je vends tous les 2-3 jours. Là, j'achète et puis je m'embête plus. Là, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de jouer une stratégie de market timing. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste un prix en fait, c'est juste le prix qui m'intéresse. 170 $ l'action pour du Berkshire Hathaway, ça m'intéresse fortement. Et tout ce qui est en dessous m'intéresse encore plus, d'accord? Parce que par rapport à la qualité des actifs que compte le bilan de Warren Buffett, c'est pas un prix cher payé que de payer 170 $ l'action, au contraire, moi c'est une bonne affaire. C'est clairement une bonne affaire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter des actions de Berkshire Hathaway, des classes B, hein, pas classe A, parce que bon la classe A coûte un peu cher, alors ça sera pour un jour. Bon, même s'il n'y a pas tellement au final, enfin, pas tant d'avantages que ça à avoir de la classe A par rapport à la classe B. Il y a des possibilités d'arbitrage sur la classe B parce que de temps en temps elle dépasse un peu celle de la classe A, mais elle ne peut pas dépasser un certain pourcentage de la classe A. Mais bon, ça, bref, on rentre dans des subtilités qui servent à rien. Mais la classe A coûte voilà 257 000 $ l'action, elle valait 350 000 $ l'action, c'est ça. Donc voilà, c'est valeur qui a énormément de sens, valeur qui est extrêmement propre. C'est du A+, quoi, c'est du A++++, donc moi ça me va, moi j'achète. Je préfère, au lieu d'acheter du S&P 500, au lieu d'acheter un ETF S&P 500 dégueulasse, euh, dégueulasse relativement, hein, vous l'aurez compris, je veux dire, ce qui est bien avec le S&P 500, c'est qu'au final, bah oui, il aurait un potentiel de croissance supérieur à Berkshire Hathaway de temps en temps, sur le très court terme, mais sur le long terme, Berkshire Hathaway surperforme le S&P 500, ok, même si, bon, c'est vrai que voilà, on compte quand même sur l'expertise de Warren Buffett. Il est quand même très très âgé, 89 ans. C'est pas. Voilà. C'est un peu ça qui fait peur aux investisseurs, mais bon, pour l'instant, on va en rester là. Et puis bon, moi ce qui me dérange un peu dans la stratégie d'acheter aussi le ETF S&P 500, alors c'est une très belle stratégie parce qu'au final on a un pool d'actifs qui est diversifié, on a 500 valeurs. Donc 500 entreprises c'est bien, hein, ça nous donne une super diversification. Le problème là-dedans, c'est qu'on joue pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner en fait. D'accord. En faisant ça, on va pas perdre, c'est sûr, hein, on va arriver sur du 7% par an. On ne perdra pas, ça c'est clair et net. Par contre, on ne va pas gagner. Enfin, je veux dire, avec 7% par an, on va pas loin non plus, quoi. C'est comme les gens qui font de l'IMO pour gagner 3 ou 4% par an, quoi. C'est bien, hein, mais on va pas aller loin non plus, quoi. Il y a des moyens de faire mieux en optimisant. Donc voilà, typiquement, moi je recherche des actifs comme ça. Euh,
Et dans les S&P 500, il y a aussi beaucoup de poubelles, hein. Il y a des valeurs qui sont très très bien et il y a des valeurs qui sont totalement poubelles qu'on n'a pas envie d'avoir en portefeuille. Donc après, vous pouvez acheter des ETF sur certaines valeurs du S&P 500 et des S&P 500 grosses, value, etc. Il y a plusieurs sous-catégories d'ETF qui existent et providées donc par différents fournisseurs de produits structurés. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment là de prendre des actifs de qualité, de profiter de ce moment un peu spécial pour prendre des actifs de qualité. On a déjà une décote de 35% depuis les plus hauts. Donc le marché il peut perdre encore 30%, 40%, il n'y a pas de souci, ça je m'en fous. Euh, j'ai fait un premier achat là, ça faisait longtemps que j'étais pas passé à l'achat. J'avais liquidé toutes mes positions sur action il y a 2-3 semaines je crois, enfin ça fait un petit moment que j'avais plus aucune position. Je suis sorti au bon moment, c'est vrai. Et là, je commence à rentrer au bon moment, sachant que je sais que je ne rentrerai jamais au meilleur moment et je sais que je ne sortirai jamais au meilleur moment. D'accord. Donc, typiquement, quand il y a la première baisse de 10%, je suis sorti à moins 10%. Donc, je suis très content. Aujourd'hui, on a fait moins 35%, donc j'ai évité 25% de baisse. Aujourd'hui, je rentre à moins 35%. Peut-être qu'on ira à moins 50%, on perdra 15% avant de remonter. Et voilà. Le timing, on l'a jamais. Enfin, c'est vraiment très dur de l'avoir, mais ce qui est important au final, c'est d'avoir ce qu'on appelle le bon prix. En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. 170$ l'action pour du Berkshire Hathaway classe B, c'est un bon prix. C'est un prix qui m'intéresse, c'est un prix qu'on avait vu en 2017. Et voilà, et là, si on arrive à 100, 140, 150$ l'action, ça me donnera envie d'en taper un petit peu. Donc voilà, ça m'intéresse bien. Et puis c'est tout, les amis. Et pour répondre à la question, combien de temps les bourses peuvent-elles encore continuer de consolider? Moi, je pense que dans tous les cas, jusqu'à juin, on peut avoir une consolidation sur les marchés actions. Mais grand maximum pour septembre-octobre, on devrait être bon. Pourquoi? Parce que là, au final, ce qui se passe sur le pétrole, le dossier pétrole ne peut pas non plus durer de façon indéterminée. Les plus grandes chutes qu'on a eues sur le pétrole et sur l'énergie ont duré peut-être voilà, entre 6 mois à 1 an. Au-delà, ça devient trop critique, ça part vraiment trop en cacahuète. Donc pour moi d'ici septembre-octobre, on sera réglé sur tous ces dossiers-là, que ce soit pétrole, coronavirus, et du coup, bah après, on verra, hein, septembre-octobre, si on part sur des ranges, si le marché repart cash à pleine balle ou pas, mais voilà. Dossier coronavirus, moi je pense que juin on sera terminé, pour à peu près juin-juillet, pour l'été on sera bon. Et le dossier pétrole, je pense plus vers la rentrée, d'accord? Je pense que ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a des négociations, il y a des choses comme ça, et ça va pas se faire en 2 mois. Donc dossier pétrole, je pense voilà, Q3, Q4 2020, ça peut être pas mal fin d'année quoi. Voilà. Ok les amis, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser sur le groupe Facebook. On se retrouve très vite sur cette même chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao.